Au cœur de Los Angeles se dresse un bâtiment discret, sans enseigne ni vitrine, qui ressemble à un simple entrepôt, mais cache un secret colossal. Chaque jour, des camions blindés chargés de millions en espèces entrent et sortent de ce centre de distribution. C'est ici que se coordonne le flux de liquidités circulant entre les banques, les commerces et les entreprises. Une véritable forteresse protégée par du personnel armé, où même les chauffeurs portent une arme. Mais en 1997, un homme a vu plus que des billets et des protocoles de sécurité. Il a vu une opportunité. Il a observé, analysé et conçu un plan audacieux. Cambrioler ce complexe comme s'il s'agissait d'un simple dépôt. Ce qui est incroyable, c'est qu'il l'a fait sans aucun antécédent, accompagné de 5 personnes tout aussi inexpérimentées. Imagine devenir, du jour au lendemain, le cerveau d'un braquage de plusieurs millions, sans jamais avoir commis de délit, sans entraînement militaire, sans contact dans le milieu criminel. Ce qui semblait être une exécution parfaite a échoué, à cause d'un détail aussi insignifiant qu'un fragment de plastique. Ce minuscule détail allait les trahir, scellant ainsi leur destin. Mais pour comprendre comment l'impossible a pu se produire, il faut d'abord connaître le fonctionnement de cet engrenage invisible qui fait circuler l'argent du pays. Lorsqu'un client retire de l'argent liquide à sa banque, il se demande rarement d'où vient cet argent. En réalité, ce sont des entreprises privées comme feu Dunbar Armored, qui se chargent de distribuer les espèces depuis les banques centrales jusqu'aux agences locales. Présentes dans plusieurs villes, Dunbar était l'un des maillons essentiels du système financier. Et ce bâtiment à Los Angeles en était l'un des points névralgiques. L'argent liquide qui arrivait à ce centre provenait directement de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale. Une fois reçu, il était trié, stocké et préparé pour sa redistribution vers des centaines de banques locales. Dunbar ne faisait pas qu'entreposer l'argent. C'était le noyau opérationnel qui le faisait circuler dans tout l'État. Et ce bâtiment, en particulier, était l'un des plus grands centres de liquidité du pays. En une seule journée, il pouvait contenir plus de 100 millions de dollars. 100 millions sous un même toit. Ce chiffre dépassait même ce que possèdent la plupart des banques traditionnelles. Mais le plus surprenant, ce n'était pas la quantité, c'était la vulnérabilité. Car, bien qu'il manipulait une fortune au quotidien, la sécurité du lieu n'était pas à la hauteur de son contenu. Alors que les banques doivent se protéger contre les clients, les files d'attente et le trafic constant, ce centre était privé. Pas de public, pas de visite, uniquement des employés autorisés. Oui, il y avait des caméras, des portes renforcées et des gardes armés. Mais, comparé à n'importe quelle entité bancaire, leurs protocoles étaient modestes. De l'extérieur, cela ressemblait à un simple bâtiment industriel de plain-pied. Rien de remarquable. Aucune trace de ce qui se cachait à l'intérieur. Une porte latérale servait d'accès aux employés. À l'avant, d'immenses portails permettaient l'entrée et la sortie de camions blindés, chacun chargé de sommes colossales. Un lieu idéal pour celui qui savait voir au-delà des apparences. De l'extérieur, la sécurité semblait limitée. Une seule caméra surveillait le périmètre extérieur avec une capacité de rotation totale, mais sans soutien supplémentaire. À l'intérieur, en revanche, le panorama était très différent. Couloirs, salles, accès, tout était couvert par des caméras de surveillance. Le véritable contrôle s'exerçait de l'intérieur, car ce qui comptait, ce n'était pas ce qui arrivait, mais ce qui en sortait. Chaque billet quittant le bâtiment le faisait sous escorte armée, à bord de camions blindés. Mais à l'intérieur du centre, avant chaque expédition, il y avait un processus millimétré de préparation et de supervision. Imagine un instant le plan du lieu. Les employés entraient par une porte latérale, accédant d'abord à une salle utilisée à la fois comme cantine et comme zone de repos pour les gardes. À cet endroit même, il y avait une pièce plus petite, la salle de surveillance. C'est dans cette pièce que se centralisait le contrôle de tout le système de caméras. Mais un détail était critique. Bien que le bâtiment comptât 25 caméras, il n'y avait que 4 écrans disponibles. Les images ne s'affichaient pas toutes en même temps. À la place, elles tournaient, s'alternant toutes les quelques secondes. Ce petit décalage
allait devenir l'une des failles les plus graves du système. En revenant au schéma du bâtiment, à côté de la zone de chargement, se trouvait la chambre forte. Un espace au mur de béton armé et à la porte en acier massif. À l'intérieur, une autre pièce plus petite servait de coffre principal. C'est là que les liasses de billets étaient stockées, parfaitement classées et prêtes à être expédiées. C'était le cœur du bâtiment, et chaque étape en son sein était soigneusement réglementée. Mais comme nous le verrons plus tard, aucun blindage n'est infaillible lorsque le danger vient de l'intérieur. Juste à l'extérieur de la chambre forte se trouvait une zone critique, la salle de préparation de l'argent. Là, les comptables travaillaient sans relâche. Leur tâche consistait à compter, classer et organiser les espèces. Tout passait entre leurs mains avant d'être stocké, ou avant de partir vers sa destination finale. Chaque liasse était enregistrée, chaque lot étiqueté. Rien n'était laissé au hasard. C'était une machine bien huilée. Mais même les mécanismes les plus précis ont des angles morts, et cet endroit en avait plusieurs. Comme nous l'avons déjà mentionné, le bâtiment ne se distinguait pas vraiment par sa sophistication en matière de sécurité. Mais le plus délicat était son opacité. Aucun élément extérieur ne pouvait l'étudier. Il ne pouvait être visité. Il ne pouvait être observé. Il ne pouvait être infiltré. Contrairement à une banque, où n'importe quel client peut entrer, ce centre fonctionnait dans un isolement total. C'était une cible de grande valeur et difficile d'accès. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Le cerveau du plus grand braquage d'argent liquide de l'histoire des États-Unis n'était pas un criminel professionnel. Il n'avait aucun antécédent. Il n'avait même jamais eu de problème avec la justice. Jusqu'alors, c'était un citoyen exemplaire. Son nom était Alan Pace, et il travaillait dans le centre. Son poste, agent de sécurité. Son travail quotidien le mettait en contact direct avec les camions blindés, les systèmes de verrouillage, les caméras, les accès, les protocoles. Il vérifiait les serrures, testait les alarmes, surveillait les véhicules. En d'autres termes, il avait un accès total et une connaissance intime du fonctionnement interne du système. Ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'il accomplissait son travail, il prenait aussi des notes mentales et commençait à élaborer un plan qui défierait toute logique. Alan Pace voyait passer des millions de dollars à quelques centimètres de lui, tous les jours. Il lui suffisait de tendre la main, même si ce n'était qu'en pensée. Et ainsi, lentement, l'idée a germé. Ce qui avait commencé comme une fantaisie improbable s'est transformé en une possibilité, puis en une obsession. Mais Alan n'était pas seul. À l'intérieur du centre, il avait une complice inattendue, sa petite amie, Tamiko Carnes. Son travail consistait à gérer les systèmes d'enregistrement de sécurité, surveiller les caméras et archiver les enregistrements. C'était la personne qui connaissait mieux que quiconque les angles morts, les temps morts, les points vulnérables. Son accès à des informations internes fut, sans aucun doute, le déclencheur final. Alan a commencé à étudier chaque recoin du bâtiment avec un nouveau regard. Il n'était plus seulement un agent de sécurité, il devenait un stratège en formation. Cependant, avant qu'il ne puisse aller plus loin, quelque chose d'inattendu est arrivé. Tamiko a été licenciée brutalement. L'entreprise avait trouvé des sacs d'argent cachés dans un coin hors de portée des caméras. Il n'y avait pas de preuves directes, mais les soupçons ont suffi. Tamiko a été renvoyée sans autre explication. Était-ce une tentative de vol avorté? Une coïncidence mal interprétée? On ne l'a jamais su. Mais l'effet a été immédiat. Alan s'est senti dans le collimateur. Il n'avait commis aucun délit. Pas encore. Mais il savait que le temps lui était compté. Il devait agir. Et la première étape était de former une équipe. Le premier nom sur sa liste fut Eugene Hill, son meilleur ami. Comme lui, sans casier judiciaire. Comme lui, agent de sécurité. Et surtout, d'une loyauté absolue. Le casse le plus ambitieux de la décennie venait d'entrer dans sa phase de recrutement. Eugene a accepté sans hésiter. C'était son ami de toujours. Et il partageait non seulement la confiance, mais aussi l'expérience en matière de sécurité. Tous deux savaient manier les armes, interpréter les protocoles et se déplacer avec prudence.
Mais Alan savait que 2 ne suffirait pas. L'étape suivante fut d'agrandir l'équipe. Il contacta Freddie McCrary, un autre agent de sécurité et ami d'enfance. Ils se connaissaient depuis l'âge de 10 ans. La loyauté était garantie. Puis vint Terry Brown, qu'Alan avait rencontré dans une boîte de nuit où ils travaillaient tous deux comme vigiles avant d'intégrer Dunbar. Un type réservé, mais efficace, avec 4 membres déjà confirmés, tous de confiance absolue, Alan organisa la première réunion secrète. Le lieu choisi, un parking. Là, sur l'asphalte, Alan dessina à la craie le plan du bâtiment. Il expliqua chaque accès, chaque point faible, chaque voie d'évasion. Il n'improvisait pas. Chaque mot était pesé. Il parlait avec l'assurance de celui qui avait étudié sa cible au millimètre près. Il les convainquit, non pas par la pression, ni par des promesses creuses, mais par sa clarté. Le plan prenait forme, et l'étape suivante fut encore plus risquée. Alan apporta un appareil photo au travail. Il faisait semblant de prendre des photos par nostalgie, pour garder des souvenirs entre collègues. Mais chaque image avait un but: montrer à son équipe la disposition du centre, les visages des employés, l'emplacement exact des caméras. C'était une information de valeur stratégique, et il la collectait de l'intérieur, sans éveiller de soupçons. Le braquage n'était plus seulement une idée, c'était une opération en cours. Prendre des photos dans un centre de distribution de liquidités aurait suscité des soupçons dans n'importe quel autre contexte. Mais Alan était l'un des leurs, un employé parmi d'autres, un agent de sécurité avec une bonne réputation. Personne ne remit en question son appareil photo. Avec tout le matériel réuni, Alan créa un plan détaillé du bâtiment. Puis il convoqua une nouvelle réunion avec son équipe. Là, il révéla le plan final. Ils utiliseraient 2 véhicules, une voiture ordinaire, pour ne pas attirer l'attention, et un petit camion de location. La voiture serait garée à une certaine distance du bâtiment. Tous monteraient dans le camion et se rendraient au centre de distribution. Ils entreraient avec une clé légitime, une qu'Alan possédait déjà. Le jour choisi, un vendredi soir. Ce n'était pas un hasard. Ce soir-là, la sécurité était minimale. C'était la veille du week-end, et le centre accumulait plus d'argent liquide que n'importe quel autre moment. De plus, la chambre forte avait tendance à rester ouverte pendant de longues heures, car les comptables étaient occupés à organiser et à compter d'énormes sommes d'argent. Un détail fondamental, ils éviteraient les caméras de sécurité. Alan connaissait chaque angle, chaque point mort, chaque rotation des écrans dans la salle de surveillance. Et, plus important encore, il savait que ce soir-là, il n'y aurait qu'un seul agent de sécurité de service. Et il savait exactement à quelle heure ils partaient dîner. Ce serait leur moment. Un instant bref, mais crucial, pour entrer et prendre le contrôle. Une fois l'agent de sécurité neutralisé, l'objectif suivant serait la salle de la chambre forte. Là se trouveraient les comptables et une figure clé, le superviseur. Cet employé avait sous son bureau un bouton d'alerte. S'il le pressait, la police recevrait une alerte immédiate. La marge de réaction était minimale. Le capturer avant qu'il ne puisse bouger le moindre doigt était essentiel. Après avoir neutralisé tous les présents, l'étape finale serait d'entrer dans la salle principale de la chambre forte, charger l'argent dans le camion et disparaître. Mais n'importe quel argent ne conviendrait pas. Les billets fraîchement imprimés ou avec des numéros de série séquentiels étaient traçables. S'ils commettaient l'erreur de les emporter, ils pourraient être rapidement identifiés. Leur objectif était les billets les plus anciens, avec des historiques plus difficiles à suivre. Alan, qui connaissait mieux que quiconque les lieux, serait celui qui indiquerait quels sacs prendre et lesquels laisser intacts. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'un nouveau besoin oblige à faire des ajustements. Ils réalisèrent qu'ils avaient besoin d'un membre supplémentaire, quelqu'un qui pourrait couvrir une autre position critique. C'est alors que Thomas Johnson a rejoint le groupe, un autre ami du cercle intime d'Alan. Lui aussi travaillait dans la sécurité. Lui aussi était digne de confiance. L'équipe comptait désormais 5 membres, tous expérimentés en protection, surveillance et protocole. Pendant des semaines,
Alan a répété le plan avec une précision militaire. Il a étudié chaque plan, calculé les temps, mémorisé les visages des employés pour pouvoir distinguer le garde, les comptables et le superviseur. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Il a ordonné que tous s'habillent en noir, avec des masques et des gants pour dissimuler leur identité. Ils ne voulaient blesser personne, mais porteraient des armes. Leur simple présence suffirait à imposer l'obéissance immédiate. Ils étaient prêts. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Pour éviter toute détection, chaque étape devait être calculée au millimètre. Il y avait 25 caméras opérationnelles dans le bâtiment. Mais dans la salle de surveillance, il n'y avait que 4 écrans. Les images s'alternaient automatiquement toutes les 10 secondes. Ce petit intervalle était leur avantage. Grâce aux informations que Tamiko leur avait fournies avant son licenciement, ils savaient exactement quand et dans quel ordre chaque caméra apparaissait sur les moniteurs. Cela leur permettait de chronométrer leurs mouvements avec une précision chirurgicale. Alan a entraîné son équipe comme s'il se préparait pour une opération tactique. Vitesse, distance, couverture, chaque couloir était répété mentalement. Chaque tournant, mémorisé. Chaque geste, coordonné. Rien n'était laissé à l'improvisation. Septembre 1997 est arrivé. Tout était prêt. Mais alors qu'Alan prévoyait d'attendre encore quelques semaines pour renforcer la préparation, l'inattendu s'est produit. Il a été licencié. L'entreprise n'a pas donné beaucoup d'explications. La raison n'était pas claire, mais l'effet fut immédiat et dévastateur. Alan a dû rendre ses clés. Cependant, anticipant ce risque, il en avait déjà fait des copies. À présent, le temps jouait contre lui. Il ne pouvait pas attendre. Il convoqua son équipe et annonça la décision. Ils exécuteraient le plan le vendredi suivant. La date, 12 septembre 1997. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Alan demanda à Eugene, son ami le plus proche, de se charger de louer le camion qu'ils utiliseraient pendant l'opération. Le compte à rebours avait commencé. Le véhicule loué était un camion discret, de taille moyenne. Rien de voyant. Suffisant pour transporter de gros sacs sans éveiller les soupçons. Mais il restait un détail clé, l'alibi. Alan savait qu'après avoir été licencié, tout incident le placerait en tête de liste des suspects. Il avait besoin d'une couverture solide, quelque chose qui le placerait loin du lieu du crime, en présence de nombreuses personnes. Eugene eut l'idée parfaite. Une grande fête de famille. Tous les membres de l'équipe y assisteraient. Il serait présent, saluerait les invités, s'assurerait d'être vu. Puis, en silence, il se faufilerait pour exécuter le plan. Et après le coup, il reviendrait naturellement. Une couverture presque parfaite, avec des dizaines de témoins prêts à confirmer leur présence. Le jour arriva. Vendredi, 12 septembre 1997. Le groupe se réunit chez Eugene. Ils passèrent à nouveau en revue le plan, avec une précision obsessionnelle. Rien ne devait échouer, mais en réexaminant les détails une dernière fois, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Ils n'étaient que 5. L'un d'eux devrait rester dans le camion, un autre surveiller le garde neutralisé. Cela ne laissait que 3 hommes pour pénétrer dans le cœur du bâtiment, où ils pourraient se retrouver face à jusqu'à 4 employés. Alan n'était pas prêt à courir ce risque. Il devait avoir une supériorité numérique pour garder un contrôle total. Et la solution arriverait à la dernière minute. Le dernier membre fut recruté seulement 8 heures avant l'opération. Eric Boyd, le beau-frère d'Alan, fut le dernier à rejoindre l'équipe. Marié à la sœur d'Alan, il était considéré comme un membre de la famille digne de confiance. Son rôle serait limité, mais crucial. Étant donné le peu de temps disponible pour le former, Eric ne participerait pas directement à l'intérieur du bâtiment. Sa seule tâche serait de rester dans le camion, prêt à conduire ou à aider au chargement du butin. Avec 6 membres, l'équipe était désormais complète. À la fin de la réunion, ils ont revu le plan une dernière fois. Chaque étape, chaque mouvement, chaque seconde. Ils ont établi un protocole interne. Pendant l'opération, ils s'identifieraient par des numéros, pas par leur nom. Ils utiliseraient des radios pour communiquer, minimisant ainsi toute marge d'erreur. Et ils ont scellé un pacte tacite. Si l'un d'eux était capturé, il garderait un silence absolu,
En échange, les autres prendraient soin financièrement de sa famille pendant toute la durée de son incarcération. C'était une promesse scellée par la confiance et par la nécessité. À 10 heures du soir, ils se rendirent à la fête de famille, leur alibi parfait. Ils rirent, discutèrent, se montrèrent avec naturel. Ils s'assurèrent d'être vus par de nombreuses personnes, puis, discrètement, ils commencèrent à partir, un par un, sans hâte, sans attirer l'attention. 2 montèrent dans la voiture ordinaire. Les 4 autres embarquèrent dans le camion loué. Ensemble, ils se dirigèrent vers les abords du centre de distribution. La nuit avançait, et le plus grand braquage en espèces de l'histoire des États-Unis était sur le point de commencer. Le 6e homme, Eric, resta vêtu normalement. Il ne devait pas éveiller de soupçons si quelqu'un le voyait dans le camion. En revanche, les 5 autres, à l'arrière du véhicule, s'habillèrent entièrement en noir, combinaison, masque, gants. Chaque détail était conçu pour dissimuler leur identité et produire un effet saisissant. Ils chargèrent leurs armes. Ils ne comptaient pas s'en servir. Mais ils savaient que leur simple présence suffisait à imposer l'obéissance. Le camion se mit en marche, silencieux, déterminé. Lorsqu'ils arrivèrent près du centre de distribution, Alan remarqua quelque chose qu'il considéra comme un signe de chance. La seule caméra extérieure était dirigée vers un véhicule stationné. C'était le véhicule du superviseur de garde. Alan le connaissait bien. Un homme obsédé par sa voiture, qui demandait constamment aux agents de sécurité d'orienter la caméra vers celle-ci plutôt que vers la porte d'entrée. Cette nuit-là, l'habitude du superviseur jouait en leur faveur. Même si, en réalité, Alan et son équipe connaissaient déjà le cycle de rotation de la caméra. Ils savaient comment l'éviter. Même si elle avait été pointée directement vers l'entrée, malgré tout avantage était bon à prendre. Ils s'approchèrent de la porte. Ils l'ouvrirent sans difficulté. La clé qu'Alan avait copiée des semaines auparavant s'adaptait parfaitement. Ils étaient entrés. Ils faisaient maintenant face au défi le plus délicat, traverser l'intérieur du bâtiment sans être captés par les caméras. Et pour cela, l'entraînement intensif des dernières semaines serait leur seul salut. Chacun d'eux savait exactement où se trouvaient les caméras. Et, plus important encore, ils savaient quand se déplacer. Lorsqu'une caméra apparaissait sur l'un des 4 écrans de la salle de contrôle, ils restaient complètement immobiles. Ils attendaient, comptaient mentalement les secondes, et juste au moment où l'image basculait sur une autre caméra, ils avançaient. C'était une chorégraphie chronométrée avec une précision millimétrique. Ils savaient que chaque caméra restait à l'écran seulement pour un bref intervalle avant d'être remplacée par une autre. Grâce à Tamiko, l'ancienne responsable du système de surveillance, ils connaissaient cette rotation dans les moindres détails. Et ils l'exploitèrent au maximum. En revenant au plan du bâtiment, le groupe entra par la porte latérale et se déplaça silencieusement dans les couloirs, évitant les zones de surveillance actives. Ils avançaient en formation, sans erreur, sans hésitation. Leur première destination, la salle de garde. Là, selon le plan, devait se trouver un seul agent de sécurité. Il était un peu plus de minuit. Alan le connaissait bien. Il savait que, comme chaque nuit, le garde profitait précisément de ce moment pour dîner. C'était une vulnérabilité que seul quelqu'un de l'intérieur pouvait connaître. Et cette fois, elle jouait en sa faveur. Ils entrèrent dans la salle. Comme Alan l'avait anticipé, le garde était en train de manger, l'attention détournée des moniteurs. Ils l'immobilisèrent avant qu'il ne puisse réagir. Le centre n'avait désormais plus de surveillance active. Et eux étaient à l'intérieur. À ce moment-là, tout changea. Ils n'avaient plus à se soucier des caméras. Le seul agent responsable de surveiller les écrans était hors service, littéralement. Il dînait paisiblement, ignorant tout de l'opération qui se déroulait derrière lui. Ce fut un coup de maître d'Alan. Seul quelqu'un connaissant intimement les habitudes du personnel aurait pu anticiper cette faiblesse, et Alan les connaissait tous. Il travaillait avec eux depuis des années. Il connaissait leurs routines, leurs habitudes, leurs horaires. Après l'avoir neutralisé, ils lui retirèrent son arme de service. Alan, de son côté, se dirigea directement vers l'objectif. Il prit immédiatement le trousseau de clés qu'il portait sur lui. Parmi ces clés, se trouvait celle de la chambre forte. Ensuite, il se rendit dans la petite salle de contrôle.
Devant les 4 écrans, il vérifia la situation à l'intérieur de la salle des coffres. Comme il l'avait prévu, il y avait 3 personnes, 2 comptables et un superviseur. Tout se déroulait selon le plan. Mais alors, le premier imprévu, un deuxième agent, entra dans le bâtiment. Il ne faisait pas partie du service habituel. C'était l'un des conducteurs des camions blindés. Et le pire, ces conducteurs étaient eux aussi armés. La situation pouvait dégénérer en quelques secondes. Alan et l'un de ses compagnons réagirent immédiatement. Ils sortirent pour l'intercepter avant qu'il n'atteigne la zone sensible. Heureusement, le conducteur ne portait pas son arme à ce moment-là. Ils le surprirent, le maîtrisèrent et le neutralisèrent sans résistance. Mais le message était clair. Aussi bien planifié soit-il, un plan comporte toujours des variables impossibles à prévoir. Le nouvel intrus fut neutralisé sans difficulté et conduit auprès du premier garde. Tous 2 furent immobilisés et gardés par un des membres du groupe, qui resta en arrière pour surveiller qu'aucun d'eux ne s'échappe ou n'interfère. Les 4 autres se dirigèrent vers la zone la plus critique, la chambre forte. Alan avait les clés. Mais avant d'ouvrir, il s'arrêta. À travers la vitre, il inspecta attentivement l'intérieur. Il devait en être certain. Une surprise à ce stade ruinerait tout. La salle était exactement comme il l'avait vue sur les écrans. 3 personnes. Le superviseur et 2 comptables. C'était le moment. Il savait qu'il devait agir avec rapidité et détermination. Le superviseur avait un bouton d'alerte caché sous son bureau. S'il le pressait, la police arriverait en quelques minutes. Alan ouvrit la porte. À cet instant, les 4 firent irruption. Ils pointèrent leurs armes directement sur le superviseur et lui ordonnèrent de lever les mains. Le message était clair. Pas un seul mouvement. Pas la moindre tentative d'atteindre le bouton. Le superviseur, face aux armes, obéit sans résistance. Les comptables furent également maîtrisés. Ils furent attachés et maintenus au sol. L'opération se déroulait sans accroc, jusqu'à ce qu'un excès de force survienne. L'un des braqueurs poussa violemment l'une des comptables. Elle tomba au sol, se cogna l'épaule et poussa un cri de douleur. Ce fut un moment tendu. Une erreur qui aurait pu faire dégénérer la situation. Alan intervint immédiatement. D'une voix calme, Alan s'adressa à la comptable blessée. « Ne t'en fais pas, ma chère. Tout ira bien. » C'était une phrase inhabituellement compatissante pour une situation aussi extrême. Mais elle avait un but. Maintenir le calme. Éviter la panique. Avec tous les employés maîtrisés, ils interrogèrent le superviseur. Y avait-il quelqu'un d'autre dans le bâtiment? La réponse fut claire. Non. Seulement eux 3. Malgré cela, le groupe parcourut rapidement les lieux pour s'en assurer. Ils ne pouvaient prendre aucun risque. Il ne devait rester personne de libre pouvant alerter l'extérieur. Une fois confirmé qu'ils avaient le contrôle total du centre, la véritable opération commença. Voler l'argent. Ils appelèrent Eric par radio, qui attendait dehors dans le camion. Ils lui ouvrirent la porte arrière du bâtiment pour qu'il puisse entrer dans la zone de chargement. Mais à ce moment-là, un autre détail imprévu survit. En manœuvrant en marche arrière, Eric heurta l'un des murs du bâtiment. L'impact fut léger, mais suffisant pour casser un feu arrière du camion. Un petit morceau de plastique se détacha et tomba au sol. Aucun des braqueurs ne le remarqua. À l'intérieur de la chambre forte, ils commencèrent à travailler rapidement. L'argent était disposé en liasses, principalement en billets de 20 $. Mais tous les billets n'étaient pas utiles. Ils devaient éviter les liasses avec des numéros de série consécutifs ou fraîchement émis. Cela pouvait être facilement tracé. Alan, qui connaissait parfaitement l'inventaire, fut celui qui indiqua lesquels prendre et lesquels laisser. Ils mirent les liasses de billets sélectionnés dans des sacs poubelles noirs, l'un après l'autre. Le camion se remplit rapidement, mais il restait encore une étape cruciale, effacer toute preuve de leur présence. La preuve la plus compromettante, c'étaient les bandes de vidéosurveillance. En 1997, il n'y avait ni stockage dans le cloud, ni sauvegardes automatiques. Tout était enregistré sur des bandes physiques. S'ils parvenaient à les emporter, il ne resterait aucune preuve visuelle du braquage. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Ils entrèrent dans la salle de surveillance, là où se trouvaient les écrans de contrôle, et démontèrent l'appareil contenant les enregistrements.
Ils emportèrent tout, propre, silencieux. Mais Alan savait quelque chose qu'aucun autre voleur n'aurait pu imaginer. Il existait un second système d'enregistrement, caché, intégré dans un bureau administratif, auquel seuls quelques employés avaient accès. Et Alan le connaissait parce que Tamiko, son ex-petite amie, était celle qui l'avait configuré avant d'être licenciée. Elle lui avait révélé ce secret. Et maintenant, cette information faisait toute la différence. Alan se rendit directement au bureau, localisa le second appareil et le prit également. Les deux systèmes d'enregistrement disparurent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le mouvement suivant fut encore plus rusé. Ils sabotèrent la serrure de la porte par laquelle ils étaient entrés. Rappelons qu'ils avaient utilisé une copie de la clé originale. Si la police remarquait qu'il n'y avait pas eu d'effraction, elle pourrait soupçonner quelqu'un ayant un accès interne. Alors, ils détruisirent la serrure. Ils voulaient que cela ressemble à un cambriolage traditionnel, avec une entrée par effraction. Avec le butin chargé, les preuves effacées et la scène manipulée, tout semblait prêt pour la fuite. Mais un problème inattendu surgit. Ils avaient chargé tellement d'argent qu'il n'y avait plus assez de place dans le camion pour tout le monde. 2 membres de l'équipe ne pouvaient pas monter. Le plan initial prévoyait de récupérer Alan et Eugene plus tard, en utilisant la berline qu'ils avaient laissée garée à proximité. Mais maintenant, il leur fallait une alternative. La solution la plus évidente était d'abandonner quelques sacs d'argent pour faire de la place. Mais Alan refusa catégoriquement. Il n'avait pas passé des mois à planifier le braquage le plus audacieux du pays pour laisser une partie du butin derrière lui à la dernière seconde. Il referma la porte du camion fermement et dit aux 4 autres de partir. Lui et Eugene resteraient sur place, du moins pour l'instant. C'est alors qu'Alan eut une idée. Dehors, sur le parking, le véhicule du superviseur était toujours garé. Il savait que les clés étaient encore en sa possession, car c'est lui-même qui les lui avait prises dans sa poche quelques minutes auparavant. Sans perdre de temps, Alan se dirigea vers le superviseur ligoté, récupéra les clés et, avec Eugene, prit le véhicule. Ils roulèrent seulement quelques mètres, jusqu'à l'endroit où leur berline était stationnée. Ils laissèrent le véhicule là et changèrent de voiture. La fuite, une fois de plus, fut exécutée sans erreur. Mais ce n'était pas encore terminé. Il restait l'étape la plus délicate, retourner à la fête qui leur servait d'alibi. Ils allèrent chez Eugene, changèrent de vêtements, rangèrent les armes et se rhabillèrent comme s'ils ne s'étaient jamais absentés. Ensuite, ils conduisirent le camion rempli d'argent, directement jusqu'au lieu de l'événement. Ils se garèrent devant la maison, comme si de rien n'était. Il était environ 1h30 du matin, à peine 90 minutes après leur disparition. Ils se mêlèrent à nouveau aux invités. Ils rirent, parlèrent, serrèrent des mains. La scène était parfaite. Pendant ce temps, au centre de distribution, les employés qui avaient été neutralisés parvinrent enfin à se libérer. Et la première chose qu'ils firent fut d'appeler la police. L'appel activa tous les protocoles d'urgence. En quelques minutes, la police locale et des agents du FBI étaient sur place. Le plus grand centre de distribution d'argent liquide de Los Angeles avait été braqué. Et il ne restait aucune piste claire. La première chose qu'ils remarquèrent fut la serrure détruite de la porte extérieure. Mais quelque chose clochait. La porte elle-même ne montrait aucun signe d'effraction. Seule la serrure était endommagée. Pour les enquêteurs, ce n'était rien d'autre qu'une diversion. Une couverture, ils conclurent rapidement ce qu'Alan avait voulu éviter. Les voleurs avaient probablement utilisé une clé. Cela ne signifiait qu'une chose. Le braquage venait de l'intérieur. Le deuxième indice était moins évident, mais tout aussi révélateur. En inspectant le périmètre, ils trouvèrent de petits fragments de plastique rouge. Ils provenaient d'un feu arrière brisé. Après vérification, ils confirmèrent qu'ils ne correspondaient à aucun véhicule de l'entreprise. Cela suggérait qu'un des braqueurs avait utilisé un camion de location et qu'il avait commis une erreur en manœuvrant. En dehors de ces 2 indices, le bâtiment était impeccable. Pas d'empreinte, pas d'enregistrement. Tout avait été exécuté avec une extrême précision. Pendant ce temps, Alan et son équipe prenaient leurs propres précautions. Ils louèrent un petit garage
et y cachèrent l'argent volé. Ils voulaient le garder hors de tout radar jusqu'à ce que la tension retombe et qu'ils puissent le répartir calmement. L'entreprise Dunbar procéda à un inventaire complet de l'argent disparu. Le résultat fut stupéfiant. Près de 19 millions de dollars volés. En valeur actuelle, plus de 30 millions. Le plus grand braquage d'argent liquide de l'histoire des États-Unis venait d'avoir lieu, et ses responsables étaient encore en liberté. Il n'y avait aucun précédent. À ce moment-là, cela devint officiellement le plus grand vol d'argent liquide jamais commis sur le sol américain. Et, possiblement, dans le monde, le butin volé était composé presque entièrement de billets de 20 dollars. Cela faisait que le volume physique de l'argent était gigantesque. Le camion s'était rempli rapidement. Face à l'ampleur du coup, les autorités craignirent un effet collatéral, les imitateurs. L'existence d'autres groupes prêts à reproduire l'exploit dans des centres similaires était un risque réel. Pour le contenir, ils décidèrent de dissimuler le chiffre réel du vol. À la presse, on déclara que un peu plus d'1 million de dollars avaient été dérobés. Rien de plus. Pendant ce temps, l'enquête s'intensifiait. Les agents commencèrent à reconstruire chaque détail. Et tout pointait dans la même direction. Un travail de l'intérieur. La connaissance précise des systèmes d'enregistrement, en particulier du second dispositif, caché dans un bureau, ne pouvait pas être une coïncidence. Comment les voleurs auraient-ils pu connaître son existence s'ils ne travaillaient pas là? De plus, la serrure cassée semblait être une manœuvre délibérée pour dissimuler l'utilisation d'une clé. Trop de signes pointaient vers un infiltré. Les enquêteurs lancèrent une opération massive. Ils interrogèrent les 130 employés liés au centre, tant les actuels que ceux récemment licenciés. Parmi eux se trouvait Alan Pace. Pendant les entretiens, les enquêteurs utilisèrent des détecteurs de mensonges. La machine, conçue pour enregistrer les variations du rythme cardiaque, servait à mesurer les réactions face à des questions clés. Seules 2 personnes échouèrent au test. Alan Pace et Tammy Cocarn, son ex-petit ami. Ce fut une alerte immédiate, mais il y avait plus. Tu te souviens de la comptable qui avait été projetée au sol pendant le braquage? Celle qu'Alan avait tenté de calmer avec un simple « Ne t'inquiète pas, ma chère, tout ira bien ». Cette phrase devint une pièce cruciale. Au cours de l'enquête, la comptable déclara avoir reconnu la voix. Pas seulement les mots, mais le ton, la façon de parler. Elle était convaincue qu'il s'agissait d'Alan. Il y avait désormais des éléments concrets. Un test polygraphique échoué, un témoignage direct et l'accès interne qu'Alan avait eu jusqu'à quelques semaines auparavant. La direction de Dunbar faisait pression. Elle attendait une intervention de la police. Mais les enquêteurs étaient conscients d'une réalité juridique incontournable. Rien de tout cela ne suffisait pour une arrestation. Il n'y avait aucune preuve physique, aucune vidéo, aucune trace directe, seulement des indices. Solides, oui, mais insuffisants devant un tribunal. L'affaire restait ouverte. Et Alan, bien que suspect, restait libre. Une année entière passa sans avancée. Le département de police de Los Angeles, le FBI et même l'IRS, la redoutable autorité fiscale fédérale, unirent leurs forces pour résoudre l'affaire. De fond, de la surveillance financière et de l'analyse des transactions rejoignirent l'enquête. Mais tout fut en vain. Désespérés par l'absence d'indices, les autorités offrirent une récompense de 250 $, à quiconque fournirait des informations menant à la capture des responsables. Mais le silence fut total. La raison n'était pas seulement la peur, c'était l'intelligence d'Alan. Après le braquage, il distribua le butin à ses complices avec une consigne claire et catégorique. Discrétion absolue. Pas de voiture de luxe, pas de villa, pas de voyages internationaux, ni de changement brusque de mode de vie. La plus grande erreur serait de dépenser l'argent comme s'ils avaient gagné à la loterie. Tout excès éveillerait les soupçons. Ils devaient agir comme si rien ne s'était passé. L'objectif était simple, passer inaperçus. Mais Alan alla encore plus loin. Il créa une couverture. Il monta une entreprise dans le secteur du divertissement. Bureaux, factures, billets, événements. Une façade légitime. Et ainsi, il commença à blanchir l'argent. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme,
Le blanchiment d'argent est le processus consistant à prendre de l'argent illicite et à le faire paraître légal. Il est enregistré comme revenu commercial. Des impôts sont payés dessus. Et avec le temps, il s'intègre au système financier comme s'il était propre. Mais même ce processus devait être effectué avec précaution. Il ne pouvait pas injecter des millions d'un coup. Cela déclencherait immédiatement des alertes. Alors ils commencèrent petit à petit, des dizaines de milliers par mois, parfois 100 000, parfois moins. Le processus était lent, mais efficace, et surtout, invisible. La clé du succès avait été la sécurité, la patience, la discipline. Et pendant 2 ans, cela fonctionna. La bande vécut sans éveiller de soupçons. L'argent fut blanchi petit à petit. Les autorités, malgré toutes leurs ressources, ne purent établir aucun lien solide. Alan et son groupe commencèrent à croire qu'ils avaient réussi, qu'ils avaient vaincu le système, que leur coup resterait impuni. Mais la chute vint de l'intérieur, et elle arriva par la main de la première personne qu'Alan avait recrutée, son meilleur ami, Eugene Hill. Après tout ce temps, Eugene relâcha sa vigilance. Il pensa que le danger était passé, qu'il pouvait se détendre, et il commit une erreur monumentale. Il prit 700 $0 en liquide de sa part du butin et se rendit dans une agence immobilière. Son intention, acheter un terrain comme investissement. Mais l'argent était encore enveloppé dans les bandes originales de Dunbar, les mêmes qui avaient été utilisées le jour du vol. Un oubli qui paraissait incroyable, mais qui eut lieu. L'agent immobilier, en voyant les liasses de billets, ne dit rien. Il compléta la transaction avec une parfaite normalité. Mais à peine Eugene partit-il qu'il décrocha le téléphone et appela la police. Il connaissait la récompense et venait de trouver la piste que tout le monde cherchait. Les enquêteurs se rendirent sur place accompagnés de représentants de Dunbar. Ils inspectèrent les billets et ils le confirmèrent. Les bandes portaient la date exacte du braquage. Le silence venait de se briser. En petits caractères, presque imperceptibles, les bandes autour de l'argent portaient 2 dates imprimées. Le 11 et le 12 septembre 1990. Sept. Exactement les jours du vol. C'était la preuve définitive que cet argent provenait du braquage du centre de distribution de Dunbar. Avec leur attention désormais focalisée sur Eugene, les enquêteurs commencèrent à remonter ses liens personnels. Amis, famille, contacts professionnels, et très vite, son nom réapparut aux côtés d'un autre suspect bien connu, Alan Pace. C'était la pièce manquante. Alan, jusque-là seulement sous suspicion, se retrouvait désormais directement lié à la seule erreur commise par la bande. L'étau se resserrait. De plus, les enquêteurs découvrirent un autre indice révélateur. Eugene avait émis des chèques depuis le compte bancaire de sa sœur, bien qu'elle ne disposât pas de revenus suffisants pour justifier ces montants. C'était un schéma clair de blanchiment d'argent. Mais la preuve la plus solide venait de l'erreur commise pendant la fuite. Souviens-toi de ce petit fragment de plastique rouge, détaché du feu arrière du camion lors du choc contre le mur du bâtiment. Les enquêteurs l'avaient conservé. Ils l'analysèrent, déterminèrent la marque, le modèle et l'année exacte du véhicule dont il provenait. Ensuite, ils examinèrent les registres de location de toutes les entreprises de la région proposant ce type de camion. Cela prit du temps, mais finalement, le nom d'Eugene Hill apparut dans les documents. Il avait loué ce camion le 12 septembre même et l'avait rendu le lendemain. Avec des preuves irréfutables contre lui, la police l'arrêta et l'emmena au commissariat pour l'interroger. Selon l'accord interne du groupe, il devait garder le silence. Et en échange, ses compagnons prendraient soin de sa famille. Mais sous pression, la loyauté s'évanouit. Les enquêteurs lui présentèrent une menace directe. S'il ne parlait pas, sa sœur serait accusée de complicité de vol et de blanchiment d'argent. Et les preuves, les chèques émis depuis son compte, l'impliquaient sans possibilité de défense. Eugene fut confronté à une décision dévastatrice, et il choisit sa famille. Il avoua tout. Il raconta en détail sa participation au braquage, comment il avait été planifié, qui y avait participé, et quel rôle chaque membre avait joué. L'enquête s'accéléra. Au cours des mois suivants, un par un, les 6 membres du gang furent localisés et arrêtés. Il n'y avait plus de doute,
il n'y avait plus de voie d'évasion. Ils furent traduits en justice pour vol aggravé et blanchiment d'argent. Et dans ce contexte, la loyauté se brisa à nouveau. Les anciens partenaires d'Alan se retournèrent contre lui. À la barre, ils le désignèrent sans hésitation. Ils déclarèrent qu'il avait été l'architecte du coup. Le cerveau, le leader qui les avait recrutés, convaincu et guidé pas à pas jusqu'au braquage. Le verdict fut sans appel. Alan Pace reçut la peine la plus sévère, 24 ans de prison. Le reste du groupe, pour avoir collaboré avec la justice, obtint des peines plus légères, entre 10 et 12 ans. Lors des interviews postérieures, Alan n'exprima qu'un seul véritable regret, avoir impliqué Eugene, son meilleur ami, son premier complice. Et, paradoxalement, celui qui finirait par faire échouer l'opération qui avait presque défié l'impossible. Au final, son ami le plus proche fut aussi le plus naïf. Cette simple erreur apportait l'argent dans une agence immobilière avec les bandes d'origine de Dunbar, enterra des années de planification, et c'est là le destin de tous. Mais même après la chute, un mystère reste non résolu. Le FBI ne parvint à récupérer que 7 des 19 millions dérobés. Cela signifie que 12 millions de dollars n'ont jamais été retrouvés. Aucune trace, aucun mouvement, rien. Tous les membres du gang ont purgé leur peine et, avec le temps, ont été libérés. On pense que le dernier d'entre eux est sorti de prison l'année dernière. Où sont passés ces 12 millions? Ont-ils été enterrés, cachés, transférés via des tiers, ou peut-être, attendent-ils encore, intacts, quelque part dans le pays? La vérité, c'est que personne ne le sait avec certitude. Et peut-être, ne le saurons-nous jamais. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de liker, de laisser votre avis en commentaire et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi percutants que celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.